Je crois qu'on banalise encore trop la douleur des règles des femmes. On leur dit que c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Non, ce n'est pas normal. Les règles, en fait, oui, c'est pas agréable et c'est sûr qu'on préfère en général, les autres moments du cycle, quoique ça dépend des femmes, mais les règles, ça ne devrait pas faire hyper mal. On doit pas être cloué au lit, ça ne devrait pas vraiment changer notre rythme de journée. Alors certes, c'est normal qu'on soit un petit peu plus fatigué et c'est normal qu'on ait envie de lever le pied et de se reposer un peu plus. Ça, c'est tout à fait physiologique. Par contre, si ça nous empêche de faire des choses qu'on voudrait faire, si on est, vraiment on peut même pas aller travailler, si on doit prendre des antidouleurs, si on ne peut pas faire du sport si on en a envie, évidemment en adaptant le sport, hein. On va peut-être pas faire du HIIT le jour où on a nos règles, mais si ça nous empêche vraiment de faire tout mouvement, si on doit rester en boule dans son lit, tout ça, c'est pas normal. Prendre des antidouleurs pendant ses règles, c'est pas normal. Normalement, il devrait y avoir une petite tension, oui, mais on devrait pouvoir vivre notre journée normalement, sans y penser tout le temps. Mesdames, si vous avez mal, consultez. Si on ne vous écoute pas, consultez d'autres personnes, et cetera. Mais n'estimez pas que c'est normal d'avoir super mal pendant vos règles. C'est un indicateur comme un autre qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre cycle. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bonjour, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui me paraît essentiel quand on parle de problèmes digestifs, c'est le lien entre les hormones et les troubles digestifs. Alors, je précise que cet épisode va parler uniquement des hormones sexuelles, pas des hormones surrénaliennes, thyroïdiennes. Et donc cet épisode s'adresse plutôt aux femmes. Pourquoi ? Parce que en tant que femme, on est régie principalement par les œstrogènes et la progestérone. Donc déjà, il y a deux hormones principales. Et nous, en tant que femmes, on a des variations tout au long du cycle et puis tout au long de notre vie. Ça change en fonction de l'âge, etc. Pour les hommes, c'est beaucoup plus stable. Ils ont l'hormone principale qui est la testostérone, qui est une hormone beaucoup plus stable, il y a beaucoup moins de fluctuations et donc ça impacte beaucoup moins la digestion. Donc messieurs, évidemment, je vous invite à rester parce que c'est un sujet qui va quand même vous apprendre des choses et puis évidemment, si vous avez des femmes dans votre entourage, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe pour elles et peut-être même de les aider à mieux comprendre leur propre corps parce qu'on va le voir, c'est pas toujours évident et on nous a pas toujours donné les clés pour décoder ces fluctuations hormonales. Comme je le disais, pour nous les femmes, ça peut vite être les montagnes russes en fonction de l'âge, donc ça va changer à chaque âge de vie ou chaque tranche de vie. Et puis tous les mois, on a un cycle à peu près, on a un cycle qui se répète et chaque cycle peut être différent. Donc il peut aussi y avoir d'une année à l'autre ou à quelques mois d'écart des cycles qui ne se ressemblent pas du tout et un équilibre hormonal qui n'est plus du tout le même. Il faut savoir que nos hormones jouent énormément sur notre santé globale, sur notre ressenti, notre bien-être, notre concentration, notre clarté mentale, notre humeur, bref, vraiment sur énormément de choses. Et ça joue aussi, comme vous vous en doutez, sur notre digestion. Dans les accompagnements que je propose, je vois beaucoup de personnes qui se concentrent uniquement sur leur assiette pour essayer de comprendre et de résoudre leurs problèmes digestifs, sans vraiment aller jamais regarder du côté de leur cycle menstruel, en tout cas pour les femmes. Et pourtant, c'est une piste qui est essentielle et qui peut vraiment faire la différence. Et parfois, je constate que c'est vraiment l'une des causes principales des problèmes digestifs de certaines femmes. Le but de cet épisode, c'est vraiment de vous donner une grille d'observation très simple pour que vous puissiez commencer à observer, si c'est pas encore le cas, votre cycle menstruel, voir si ça a l'air équilibré ou s'il y a des signes qui pourraient indiquer que vous avez des déséquilibres hormonaux qui pourraient impacter votre digestion. Avant d'aller plus loin et de se lancer dans le vif du sujet, je voudrais quand même dire un petit mot, faire une petite parenthèse sur le fait que si, mesdames, en écoutant cet épisode, vous vous rendez compte que peut-être il y avait des symptômes que vous pensiez tout à fait normaux, vous pensiez avoir un cycle normal, une bonne ovulation, des règles normales, etc., et que vous vous rendez compte avec les symptômes ou les signes que je vais citer que vous avez peut-être des douleurs qui sont disproportionnées, que vous avez peut-être pas un équilibre si bien que ça, aussi bien que ce que vous pensiez. Vous avez des symptômes peut-être qui pourraient laisser penser que vous avez effectivement un déséquilibre hormonal.
Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a vraiment un vrai sujet autour de la banalisation de la douleur chez les femmes et j'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode, mais beaucoup de femmes pensent que tout ce qu'elles subissent, on va dire, hein, entre guillemets, parfois c'est vraiment le terme, ou en tout cas tout ce qu'elles traversent, c'est normal et qu'elles doivent serrer les dents. Non, ça n'est pas normal et on va en parler dans cet épisode, donc sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul et que c'est très, très, très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ce qu'on pense, que des femmes, même à l'âge de 35, 40, 45 ans, se rendent compte qu'en fait, il y a un problème et elles ont vraiment un vrai déséquilibre hormonal et que toutes ces années, elles ont subi alors elles auraient pu être, aidées. Déjà pour commencer, je dirais que le cycle féminin, bah, c'est un peu un non-sujet tant qu'on ne parle pas de procréation, qu'on veut pas d'enfants spécialement, qu'on n'a pas de désir de grossesse et qu'on a nos règles plus ou moins régulièrement. Bon, bah, en tant que femme, on nous pose pas plus de questions que ça et on nous explique pas non plus en détail, heu, à quoi ça sert, à quoi ça devrait vraiment ressembler. Or, le cycle féminin, c'est comme je le disais, ça n'affecte pas que notre sphère reproductive et c'est vraiment un indicateur. D'ailleurs, certains parlent du cycle féminin vraiment comme d'un indicateur de santé, au même titre que notre température, par exemple. Le cycle féminin peut vraiment, être un vrai baromètre qui reflète l'équilibre global de notre corps et pas juste notre fertilité. Pour comprendre maintenant l'impact de nos hormones en tant que femmes sur notre bien-être global, notre santé, mais aussi notre digestion en l'occurrence, on va faire un petit focus rapide sur les 2 hormones qui régissent, on va dire, notre vie de femme, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. C'est principalement les œstrogènes et la progestérone. Les œstrogènes, ils vont avoir notamment une influence sur, la motilité intestinale, donc c'est cette, on va dire ces muscles qui vont faire avancer les matières du haut vers le bas, tout au long de notre système digestif et les œstrogènes vont avoir une influence là-dessus. Donc le transit peut ralentir ou s'accélérer en fonction de leur niveau. Aussi, les œstrogènes vont jouer sur, la sensibilité de la paroi intestinale, sur les jonctions serrées. Donc quand on a des problèmes d'hyperperméabilité intestinale, il y a aussi, un lien, parfois avec les œstrogènes. Ça mérite, en tout cas d'être vérifié, d'aller regarder de ce côté-là. Et puis, on sait aujourd'hui que les œstrogènes, interagissent vraiment avec notre microbiote en tant que femme, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'œstrobolome. C'est, on va dire, tous ces micro-organismes qui font partie de notre microbiote et qui vont, avoir un lien étroit avec nos œstrogènes. Donc nos œstrogènes vont impacter ces, micro-organismes-là qui vont, à leur tour, participer au recyclage des œstrogènes. Il y a vraiment un lien entre les 2 qui se fait. Et puis pour donner des exemples d'impact sur la digestion que peuvent avoir les œstrogènes quand ils sont, déséquilibrés, un excès, relatif d'œstrogènes. Alors je dis relatif parce que parfois, on peut avoir vraiment un excès d'œstrogènes et parfois, c'est juste le rapport juste entre guillemets, mais le rapport entre œstrogène et progestérone qui n'est plus bon. Donc si on peut avoir un taux normal d'œstrogène, par contre avoir trop peu de progestérone, ce qui va faire que relativement parlant, on a trop d'œstrogène. Donc ça, quand on a trop d'œstrogène, que ce soit relatif ou non, par rapport à la progestérone, ça fait un excès, et on peut avoir des symptômes qui vont être, plutôt de l'ordre du gonflement, de la rétention d'eau. Donc on peut vraiment ressentir, oui, cette rétention d'eau, ces gonflements, des ballonnements aussi. Ça peut être au niveau du ventre, mais ça peut être de la rétention d'eau ou c'est des sensations de gonflement un peu ailleurs, hein. Ça peut être surtout au niveau des cuisses, voilà, du milieu du corps, le ventre, les cuisses, les fesses et cetera et ça peut être, vraiment désagréable en fonction de évidemment du déséquilibre. Ensuite, il y a la progestérone, donc cette deuxième hormone qui est très importante en tant que femme. Et puis elle va avoir un effet plutôt relaxant sur les muscles lisses, donc y compris ceux de l'intestin. Et c'est ce qui peut ralentir le transit. Pour expliquer, les œstrogènes, on va en parler après, mais les œstrogènes, en fait, sont très présents en première partie de cycle, jusqu'à l'ovulation, donc des règles jusqu'à l'ovulation. Et puis en deuxième partie, de l'ovulation jusqu'aux règles, là, c'est plutôt la progestérone qui va dominer. Et là, c'est pour ça que chez certaines femmes, il peut y avoir un ralentissement du transit et plus de constipation en deuxième partie de cycle. Et juste avant les règles, la progestérone et les œstrogènes aussi, hein, chutent brutalement. C'est ce qui va provoquer le déclenchement des règles. Et c'est ce qui peut entraîner parfois, un transit qui va se dérégler à ce moment précis. Alors ça peut donner, de la diarrhée, des crampes et cetera. Mais en tout cas, en général, l'arrivée des règles libère la constipation quand on en a eu en deuxième partie de cycle. Et pour comprendre rapidement pourquoi la douleur de règles impacte aussi notre digestion, c'est qu'au moment des règles, en fait, il n'y a pas eu de fécondation.
l'utérus va libérer des prostaglandines qui sont des substances en fait, inflammatoires, hein. C'est ça qui génère ces contractions et ces douleurs au moment des règles. Sauf que ces prostaglandines, ces molécules inflammatoires, elles vont passer dans le sang comme n'importe quelle autre molécule inflammatoire et elles peuvent aussi agir sur d'autres muscles lisses du corps, notamment ceux de l'intestin. C'est ce qui explique que beaucoup de femmes ressentent, des crampes, des ballonnements, des changements de transit en même temps que les douleurs de règles. Donc si, mesdames, vous observez une corrélation, c'est vraiment qu'il y a cette inflammation, de fond, hein, une légère inflammation qui, en fait, touche plusieurs, tissus, plusieurs, sphères. Maintenant qu'on a compris le lien entre les hormones et notre digestion, comment on fait pour savoir si on a un dérèglement hormonal en tant que femme? Est-ce qu'on est concerné? Et est-ce que ça pourrait être une partie de la réponse de nos problèmes digestifs? Premièrement, comme toujours, pour identifier des potentiels déséquilibres, il faut d'abord observer ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je voulais vous proposer un cadre, une méthode en quelque sorte d'observation pour que vous puissiez identifier s'il y a des déséquilibres ou non. Si en écoutant cet épisode et en observant vos cycles sur les prochains mois, en prenant des notes, vous vous rendez compte que, OK, peut-être vous avez un doute, il y a des déséquilibres hormonaux qui pourraient impacter votre digestion. Dans ce cas-là, je vous invite à en parler à un professionnel, peut-être qui vous suit déjà, ou bien à aller consulter quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur cet équilibre hormonal, bien identifier ce qui se passe, notamment, si possible par des analyses, hein, doser, les œstrogènes, la progestérone, et d'autres marqueurs de l'équilibre hormonal à certains moments du cycle bien précis pour y voir plus clair et mettre en parallèle ce que vous avez observé vous, vos ressentis et puis ces analyses. Parce que c'est vrai que les hormones, c'est pas forcément toujours très clair. Donc croiser le ressenti que vous avez vous, vos propres observations avec des analyses, ça permet de voir plus précisément où se situe le déséquilibre. Et puis, il y a une croyance qui est très répandue. On pense souvent que le point de repère de notre cycle, c'est les règles. Le point culminant du cycle, on va dire, c'est les règles. Si elles arrivent régulièrement, tous les 26, 28, 30, 32 jours à peu près, 33 jours, à plus ou moins 2-3 jours près, on se dit que tout va bien. Finalement, nos règles sont régulières et on ne se pose pas plus de questions que ça. D'ailleurs, c'est souvent la réponse que j'ai quand je pose des questions autour du cycle, aux personnes que j'ai en séance. Elles me disent: «Non, non, mais moi tout va bien, mon cycle il est régulier, j'ai mes règles régulièrement». Et quand je leur pose plus de questions, elles sont pas vraiment capables de dire combien de temps dure leur cycle total, combien de temps durent leurs règles, voilà, à quel moment elles ovulent et cetera. Donc le simple fait de se dire: «Bah, mes règles sont régulières», c'est pas une garantie qu'il y ait un vrai équilibre hormonal et il peut quand même, malgré cette régularité des règles qui reviennent, on peut quand même avoir un déséquilibre hormonal qui impacte, nos ressentis déjà, au niveau, gynécologique, au niveau menstruel, tous les mois, comment on vit notre cycle et aussi, peut impacter notre digestion. Et donc si le point culminant de notre cycle, c'est pas les règles, c'est quoi? C'est plutôt l'ovulation. Et finalement, les règles qui arrivent en fin de cycle ne sont que le reflet de ce qui s'est passé tout au long du cycle et surtout au moment de l'ovulation. Et donc, quand on comprend ça, repérer la qualité de son ovulation en tant que femme, c'est pas réservé que quand on a un désir de grossesse ou quand on veut optimiser notre fertilité. Finalement, ça concerne toutes les femmes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent comprendre leur équilibre interne, qui veulent avoir une grille de lecture supplémentaire sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors c'est parti maintenant pour les signes qu'on va observer tout au long du cycle. Déjà, sur quel support vous allez noter ça? Vous pouvez utiliser une application gratuite de suivi de cycle. Il en existe plein. Je n'ai pas d'affinité particulière. Moi, personnellement, j'utilise Clue, CLUE. C'est une application qui est gratuite et vous pouvez noter déjà pas mal de choses. Ça vous permet de faire un suivi, mais en fait, il en existe plein d'autres, hein. Donc, désolée pour les autres applications que je ne connais pas forcément, que je n'utilise pas. Mais, voilà, il en existe plein. Ou vous pouvez faire, ça très simple, la méthode à l'ancienne. Vous utilisez un carnet, un journal, un calendrier mensuel, téléchargeable, imprimable. En fait, il existe aussi des calendriers, mensuels spécifiquement dédiés à l'observation du cycle. Vous pouvez imprimer ça gratuitement sur internet et vous allez observer, noter tout ce qui se passe, tout au long de vos cycles dans ce calendrier-là. Ce qu'on va noter en premier lieu, on va commencer par le premier jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour de nos règles. Pour celles qui, parce qu'on me pose souvent aussi la question, pour celles qui n'ont pas un début de règles franc, celles qui ont du spotting, c'est-à-dire des petites pertes de sang, rouges ou marron avant les règles, là on va compter comme jour 1 le vrai jour
de début de règles assez abondantes. Pas le spotting, pas les petites pertes de sang, mais vraiment le premier jour où ça commence de manière abondante. Ça, c'est le premier jour des règles. Ensuite, on va noter comment se passent nos règles, combien de temps elles durent. Est-ce qu'elles durent 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours, peu importe, vous notez. Et puis, je vous invite aussi à noter chaque jour quel est votre flux en quelque sorte. Donc, est-ce que vous avez des pertes de sang qui sont plutôt légères, modérées, abondantes, très abondantes? Est-ce que vous devez vous changer vraiment toutes les 2-3 heures ou est-ce que vous vous changez 2 fois, 3 fois par jour, ça suffit? Est-ce que si vous utilisez une cup, par exemple, combien de cups vous remplissez par jour? Bref, vraiment, vous pouvez noter toutes ces observations. Est-ce que c'est du sang qui est plutôt rouge, plutôt marron, plutôt rose? Est-ce qu'il y a des pertes, aussi des caillots? Est-ce que c'est des caillots avec des bords, ronds, très réguliers ou des bords irréguliers? Bref, tout ça, c'est des bonnes indications. Quelles sont vos douleurs? Est-ce que vous avez des symptômes digestifs particuliers pendant vos règles, et cetera? Donc vraiment, pendant toutes les règles, c'est bien de noter toutes ces observations. Ensuite, pendant toute la première partie du cycle, on va observer comment on se sent. Alors, certaines femmes se sentent très bien à ce moment-là, ont de l'énergie, et cetera. D'autres moins. Il peut aussi y avoir l'histamine qui joue. Alors, cette fameuse histamine, je l'ai citée plusieurs fois dans les épisodes. Je vais finir par faire vraiment un épisode dédié à ça. Mais l'histamine peut aussi donner des symptômes, comme il y a une corrélation entre histamine et œstrogène. Je vous invite à noter comment vous vous sentez pendant cette première partie. Et puis, tout au long de cette première partie, ce qui va être assez clé, c'est d'observer la glaire cervicale. Donc, la glaire cervicale, c'est quoi? Ça peut rebuter certains ou certaines, mais c'est tout à fait physiologique d'avoir des pertes vaginales en tant que femme. Et c'est en fait, des pertes qui vont changer un peu de texture au fur et à mesure de cette première partie jusqu'à l'ovulation pour devenir de plus en plus abondantes, normalement, de plus en plus élastiques. Et au moment de l'ovulation, on a en général une glaire qui ressemble, alors la métaphore qu'on donne souvent, c'est un blanc d'œuf cru, très élastique et assez abondant. Ça montre le jour de l'ovulation. En général, c'est assez marqué. La glaire cervicale va augmenter et changer de texture petit à petit, va être de plus en plus abondante. Et le jour de l'ovulation, on a cette glaire assez typique, très très élastique. Et puis, ça s'arrête brutalement. En général, c'est le jour de l'ovulation. Donc, alors oui, je l'ai pas précisé, mais si vous êtes sous contraceptif, en fait, vous n'aurez pas d'ovulation, sauf le stérilet au cuivre, qui en général permet quand même, en fonction des types, mais permet quand même une ovulation. Mais sinon, tout ce qui est hormones, donc que ce soit une pilule ou que ce soit un stérilet hormonal, et cetera, vous n'allez pas, en fait, ça bloque l'ovulation. Donc, vous n'aurez pas d'ovulation, vous n'aurez pas cette glaire qui est assez typique et vous ne pourrez pas faire toutes les observations. Au moment de l'ovulation, c'est là qu'on repère l'ovulation par la glaire cervicale ou bien si vous utilisez la symptothermie, c'est en fait l'observation de plusieurs symptômes, dont la glaire cervicale, mais aussi la température qui permet de voir en fait un changement de température qui indique l'ovulation. Et ensuite, à partir de l'ovulation, on va observer la deuxième partie du cycle. C'est la phase lutéale. Donc là, c'est plutôt la progestérone qui va dominer dans cette deuxième partie et jusqu'au dernier jour du cycle, qui est la veille du premier jour des règles suivantes. Petite précision qui est hyper importante. L'ovulation n'a pas lieu systématiquement au jour 14 pour toutes les femmes. Ça, c'est souvent ce qu'on prend comme point de repère. On dit le cycle devrait durer 28 jours et l'ovulation arrive au jour 14. Pas du tout. Beaucoup de femmes n'ovulent pas au jour 14. C'est pour ça que je vous donne toutes ces explications sur comment on repère vraiment son ovulation avec la glaire cervicale, avec la température, etc. Parce que, en fait, beaucoup de femmes me disent « Ah non, mais moi, c'est bon, je sais, mon application, par exemple, me dit que j'ovule au jour 14. » En fait, non, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui partent du principe qu'on ovule à la moitié du cycle. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est vraiment plus vos observations. Et puis, vous allez voir aussi un schéma qui se dessine au fur et à mesure des cycles en général, mais c'est vraiment vos observations qui priment. Et toutes ces observations vont vous permettre de déterminer la durée totale de votre cycle, donc du premier jour du cycle à la veille des règles suivantes. Combien de jours dure votre cycle en général, et puis à quel jour vous ovulez. Et ensuite, vous allez pouvoir calculer le nombre de jours de votre phase lutéale, cette deuxième phase du cycle, combien il y a de jours entre votre ovulation et le dernier jour du cycle. Pourquoi? Parce que si vous êtes entre 11 et 16 jours sur cette phase lutéale, on estime que c'est plutôt bon signe, on va dire, sur la qualité de l'ovulation. Par contre, si cette deuxième phase du cycle, cette phase lutéale est plus courte que 11 jours ou supérieure à 16 jours, on considère que là, il peut y avoir un déséquilibre.
Alors pas de pression, hein, tout ce que je vous explique ici, c'est pas voué à poser un diagnostic soi-même, hein, pas du tout, mais c'est plutôt de mieux se connaître et aussi mieux observer, avoir des éléments concrets qu'on peut apporter ensuite à un professionnel de santé si besoin, si on voit que, effectivement, on suspecte un déséquilibre hormonal. Maintenant, dans cette deuxième partie d'épisode, je vais expliquer les signes à repérer qui pourraient indiquer qu'il y a un déséquilibre hormonal. Premièrement, c'est autour de l'ovulation. Je vais parler d'abord de l'ovulation. Alors l'ovulation, on peut avoir très peu de glaire cervicale, très peu de pertes dont je parlais tout à l'heure, ou alors une qualité qui est pas du tout celle que j'ai décrite tout à l'heure. C'est pas du tout une glaire très élastique, transparente, et donc ça indique quand même qu'il y a une ovulation qui est pas de bonne qualité. Aussi, on peut avoir des douleurs pendant l'ovulation. Donc si c'est on va dire juste une petite tension au bas du ventre, ça peut être normal. Maintenant, si c'est vraiment des douleurs très importantes, comme des douleurs de règles assez fortes, là, pareil, ça indique souvent un déséquilibre. Et puis, ce qui peut se passer aussi autour de l'ovulation, c'est que, comme je vous disais, les œstrogènes vont augmenter progressivement pendant la première partie du cycle et vont créer un pic au moment de l'ovulation. Et donc, si on a déjà beaucoup d'œstrogènes, au moment de ce pic d'œstrogènes, on va vraiment avoir, relativement parlant, beaucoup trop d'œstrogènes. On va se retrouver en hyperœstrogénie. Et là, on peut avoir des symptômes comme des ballonnements, les gonflements que je décrivais tout à l'heure, de la rétention d'eau, des sautes d'humeur qui sont assez marquées. Donc, si vous remarquez même du spotting, des petites pertes de sang au moment de l'ovulation, ou bien des seins très très tendus qui font mal, ça peut être un signe qu'il y a trop d'œstrogènes à ce moment-là. Ensuite, après l'ovulation, on rentre dans la deuxième partie du cycle, la phase lutéale. Alors, comme je le disais, si cette phase est entre 11 et 16 jours, bon, on estime que c'est plutôt bien parti déjà pour l'équilibre hormonal. Maintenant, si elle est plus courte, plus longue, en général, c'est que l'ovulation n'a pas été de bonne qualité et que la progestérone n'est pas assez importante. Et puis, tous les symptômes qui vont apparaître dans cette deuxième partie de cycle. Alors, certaines femmes me disent, ben, moi, j'ai déjà des symptômes de syndrome prémenstruel pratiquement juste après l'ovulation ou quelques jours après, ou ça peut être une semaine avant les règles, ou bien quelques jours seulement avant les règles. Mais en tout cas, tous les symptômes de syndrome prémenstruel assez typiques, comme les seins qui commencent à gonfler plus, à être plus douloureux, plus tendus, ou bien des ballonnements, des sautes d'humeur un peu inexpliquées, marquées, la fatigue, l'irritabilité, des envies de sucre plus, ou bien des grosses fringales. Alors c'est normal d'avoir un peu plus faim avant les règles, mais vraiment si on remarque des envies particulières où on mange énormément sans s'arrêter, bon, ou souvent c'est du sucre aussi, là ça indique en général qu'il y a un déséquilibre hormonal. Maintenant, j'arrive aux signes qui sont associés aux règles. Donc comme je le disais, je viens de parler du syndrome prémenstruel qui peut vraiment affecter la deuxième partie du cycle, qui soit plus ou moins long. Idéalement, on veut pas qu'il y en ait, hein, mais si on a des symptômes vraiment avant les règles, il faut aller identifier lesquels et qu'est-ce que ça peut indiquer. Aussi, en termes de signes, on peut avoir du spotting, donc des petites pertes de sang. Si c'est 2 jours avant les règles, ça peut être normal. Maintenant, si ça commence assez tôt et on en a pendant une semaine avant les règles, là, souvent, c'est un signe qu'on n'a pas assez de progestérone. Maintenant, j'en arrive à l'intensité de la douleur pendant les règles. Et ça, c'est un vrai sujet, comme je le disais en introduction. Je crois qu'on banalise encore trop la douleur des règles des femmes. On leur dit que c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Non, ce n'est pas normal. Les règles, en fait, oui, c'est pas agréable et c'est sûr qu'on préfère en général les autres moments du cycle, quoique ça dépend des femmes, mais les règles, ça ne devrait pas faire hyper mal. On doit pas être cloué au lit, ça ne devrait pas vraiment changer notre rythme de journée. Alors certes, c'est normal qu'on soit un petit peu plus fatigué et c'est normal qu'on ait envie de lever le pied et de se reposer un peu plus. Ça, c'est tout à fait physiologique. Par contre, si ça nous empêche de faire des choses qu'on voudrait faire, si on est vraiment, on peut même pas aller travailler, si on doit prendre des antidouleurs, si on ne peut pas faire du sport si on en a envie, évidemment en adaptant le sport, hein. On va peut-être pas faire du HIIT le jour où on a nos règles, mais si ça nous empêche vraiment de faire tout mouvement, si on doit rester en boule dans son lit, tout ça, c'est pas normal. Prendre des antidouleurs pendant ces règles, c'est pas normal. En fait, les règles, on devrait sentir certes une tension dans le bas-ventre. Oui, comme je le disais, il y a des prostaglandines qui sont libérées, il y a une petite inflammation. Donc certes, on sent quand même qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, mais on ne devrait pas avoir super mal. Normalement, il devrait y avoir une petite tension, oui, mais on devrait pouvoir vivre notre journée normalement sans y penser tout le temps. Alors je le précise vraiment, cette histoire de douleur pendant les règles, c'est pas à prendre à la légère. Il y a encore beaucoup trop de banalisation de la douleur, comme je le disais, chez les femmes. Et je vois tellement de femmes
dans mon entourage, parmi les personnes que j'accompagne, qui pensent que leurs douleurs de règles sont tout à fait normales, sont physiologiques. On leur a toujours dit: «Bah non, en fait, c'est normal que ça fasse mal, les règles» et cetera. Et encore très récemment, une amie proche qui pensait que, ses douleurs de règles étaient tout à fait normales, alors qu'elle avait des règles douloureuses, et sauf qu'elle ne s'en plaignait jamais parce qu'on lui a toujours dit: «Bah non, c'est normal d'avoir, de mal pendant ses règles». Et donc elle prenait des antidouleurs souvent. En tout cas, elle vivait comme elle pouvait cette période de règles, mais qui lui faisait mal. Et elle a découvert, récemment, à presque 40 ans, qu'en fait, elle a, de l'endométriose. Donc c'est pas du tout anodin d'avoir mal pendant ses règles. Donc mesdames, si vous avez mal, consultez. Si on ne vous écoute pas, consultez d'autres personnes et cetera. Mais n'estimez pas que c'est normal d'avoir super mal pendant vos règles. C'est un indicateur comme un autre qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre cycle. En général, c'est qu'il y a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Mais peu importe, le but, c'est pas que vous ayez à identifier quel est exactement le déséquilibre. Le but de cet épisode, c'est vraiment de vous donner une grille de lecture de votre cycle pour vous dire: «OK, est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que c'est normal ce que je vis ou c'est pas normal ce que je vis?» Et là, il faut que je m'en occupe parce que, bah, déjà, ça impacte ma qualité de vie en tant que femme, mais en plus, ça impacte, aussi le reste de mon métabolisme, y compris, là, c'est le sujet d'aujourd'hui, ma digestion. Donc parmi les observations que vous allez faire dans l'application, dans votre carnet et cetera, l'intensité de la douleur compte. Est-ce qu'il y a eu un syndrome prémenstruel ou pas? La quantité de sang que vous perdez, la durée de vos règles, tout ça, c'est vraiment un indicateur et un reflet de votre équilibre interne. Et justement, comme notre cycle, en fait, est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'équilibre de notre physiologie, tout stress, qu'il soit un stress émotionnel, physique, psychologique, peu importe, donc on ait des difficultés relationnelles dans son travail, etc., peu importe le stress, ou que ce soit un stress pas dû à l'environnement, aux événements, mais plutôt un déséquilibre interne. Donc, quand on a des problèmes digestifs, quand on a des carences, si on ne respecte pas assez son rythme naturel et qu'en fait on court toute la journée pour faire plein de choses, et ça, on est nombreux à le faire, hein, à pas assez se reposer. Tout ça, ça va impacter notre physiologie et ça va aussi impacter notre cycle menstruel. En fait, ça va se refléter dans notre cycle et c'est là aussi on peut se dire: «Ah OK, en fait là, je sens que mon corps, il traverse quelque chose de difficile parce que mon cycle a changé, parce que j'ai plus de douleurs, parce que mon ovulation est de moins bonne qualité» et cetera et cetera, et ça nous permet d'observer et de chercher ce qui s'est passé. Par exemple, actuellement, un exemple très concret, les fortes chaleurs qu'on traverse, cet été sont vraiment un stress physiologique pour notre corps et beaucoup de femmes ont connu des variations, de leur cycle à cause de ces chaleurs. Par exemple, certaines femmes ont eu, un cycle qui était plus court, des cycles de 21 jours au lieu de 28 par exemple. Moi-même sur le cycle dernier, j'ai eu des grosses douleurs alors que ça m'arrive pratiquement jamais. Je pense que c'est corrélé en tout cas aux fortes chaleurs, donc je pense que c'était le stress, physiologique pour moi qui a déséquilibré, mon cycle. Mais voilà, il peut y avoir différents stresseurs et différents symptômes. Ça peut s'exprimer de différentes façons en fonction, des femmes. La reproduction, c'est un peu comme la digestion, c'est-à-dire que quand notre corps est dans une situation, d'insécurité, alors que ce soit vécu, enfin réel, comme avec les fortes chaleurs par exemple, ou imaginaire, perçu en quelque sorte, imaginaire c'est pas le bon mot, mais perçu. C'est-à-dire qu'on ressent, par exemple, si on revit toujours une situation qui s'est passée, qu'on reste bloqué dans cette situation, ou bien qu'on est toujours en train de courir après le temps, c'est pas un danger réel, mais en fait, on est toujours sous pression. Tout ça, en fait, ça va impacter notre corps, il va se sentir en danger et dans une situation de danger, notre corps, va couper en quelque sorte la reproduction parce que c'est pas le moment de tomber enceinte, c'est pas le moment d'avoir un enfant si on est dans un état d'insécurité. Ça, c'est physiologiquement parlant, c'est programmé comme ça. La digestion, c'est pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais si on est dans un état d'insécurité, notre corps a l'impression qu'on va devoir fuir ou combattre à tout moment, c'est pas le moment de manger et de digérer, quoi. Là, on a d'autres priorités. La reproduction, c'est la même chose. Donc, si on est en période de stress physiologique, émotionnel, physique, et cetera, les répercussions possibles, ça peut être une ovulation qui est de moins bonne qualité, du coup, une durée de cycle qui varie, ou bien un syndrome prémenstruel qui est plus important, les règles qui sont peut-être, plus ou moins abondantes, la quantité de sang perdu aussi qui varie, la douleur ressentie, et cetera. Tout ça, ça peut varier. Et je précise aussi que toutes ces variations au niveau du cycle n'arrivent pas forcément juste après la période de stress. Ils peuvent arriver jusqu'à 3-4 mois après l'événement stressant. Donc, imaginons, au mois d'octobre, vous avez un cycle qui est
un peu chaotique, qui ressemble pas au cycle précédent, vous avez, plus de douleurs, voilà, plus de perte de sang et cetera, enfin bref, plus de déséquilibre, vous n'allez pas forcément penser que c'est la canicule du mois de juillet et pourtant, c'est peut-être elle qui impacte votre cycle du mois d'octobre. Donc pour récapituler cet épisode, je vous invite vraiment à observer vos prochains cycles, à noter dans une application, sur un papier, peu importe, tout votre cycle, tous les signes dont j'ai parlé, d'observer vraiment la totalité de votre cycle en vous concentrant sur l'ovulation et pas seulement sur les règles comme on a tendance à le faire. Et tout ça, en fait, c'est un premier pas qui est hyper simple, qui est gratuit, qui vous permet de mieux vous comprendre, de mieux vous observer et de peut-être trouver certaines causes qui expliquent aujourd'hui et qui entretiennent vos symptômes digestifs. Et si je dois rappeler un message clé de cet épisode qui me tient à cœur, c'est vraiment que la douleur, c'est pas quelque chose à minimiser, c'est pas quelque chose à juste gérer en continuant sa journée malgré une douleur atroce. C'est vraiment le signe qu'il y a un déséquilibre et que le corps envoie des signaux qu'on peut apprendre à lire pour nous aider à rééquilibrer du mieux possible. Voilà, mesdames, j'espère que cet épisode vous aura été utile pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, mieux comprendre votre cycle menstruel, quelles sont les choses à observer, est-ce que vous avez des déséquilibres ou pas pour pouvoir ensuite amener tous ces éléments-là à un professionnel qui va pouvoir vous aider sur ce point-là. Messieurs, si vous êtes restés jusqu'au bout, je vous en remercie parce que c'est vraiment important de faire passer ce message et que les mentalités aussi évoluent autour de ces sujets-là. Ce n'est pas normal en tant que femme de devoir serrer les dents et de subir des douleurs chaque mois et d'avancer coûte que coûte. Donc, si vous avez des femmes dans votre entourage qui sont dans cette situation-là, je vous invite à leur transmettre l'épisode. À vous tous qui m'écoutez, si cet épisode vous a été utile, je vous invite vraiment à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast Parlons Digestion, à ce que les personnes qui souffrent de problèmes digestifs trouvent des alternatives, des solutions pour se sentir mieux au quotidien. Et je remercie vraiment chaleureusement ceux d'entre vous qui prendront quelques minutes pour le faire. Ça m'aide énormément. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.